La grande crise de 1929 a mis 2 ans pour traverser l'Atlantique et envahir l'Europe. Ici, on ne lui trouvera pas d'autre remède que la guerre. En attendant, le chômage tue, lentement. Enfant du général Boulanger, ils défilent le 1er mai, qui est pour eux la fête de Jeanne d'Arc, et non celle du travail, en bataillons de plus en plus serrés. D'abord les anciens combattants, puis les croix de feu, ligues patriotiques enfin. Nostalgiques de la grandeur perdue, ils ont ressorti leur uniforme de la Marne ou de Verdun. Béret, décoration, godillot. C'est le prétexte. Au cri de vive Chiappe, Daladier démission, les croix de feu et les ligues s'ébranlent pour descendre les Champs-Élysées. Il les remontait depuis 10 ans. Objectif, le Parlement. Cette fois, c'est promis, c'est le coup de torchon. On va fesser les députés. En fin de journée, place de la Concorde, c'est l'affrontement inévitable avec le service d'ordre. Morts, 1600 blessés. Toute la nuit, les escadrons de la garde républicaine ont chargé. Les manifestants ont tranché les jarrets des chevaux à coups de rasoir. Au Parlement, les députés affolés se sont enfuis en province. Aux portes du Palais Bourbon, le colonel de la Rocque a regardé sa montre. Il est minuit, on rentre à la maison. Cette nuit-là, la France pantouflarde a échappé au fascisme. Les ligues pouvaient abattre le régime. Elle se contente de renverser le gouvernement. Un de plus. Depuis la scission de Tours en 1920, la classe ouvrière est déchirée. Socialistes et communistes sont des frères ennemis. Leurs dirigeants ont refusé de se rencontrer pour organiser une riposte commune au 6 février. Le 9, les communistes seuls ont manifesté à la République et dressé des barricades boulevard Voltaire. Les combats de rue avec la police ont duré 5 heures et fait 9 morts. Aujourd'hui, 12 février, les socialistes défilent de Vincennes à la Nation. Le Parti socialiste SFIO est alors le premier parti ouvrier de France. Héritier du vieux romantisme révolutionnaire français, il a ses gauchistes et ses trotskistes. En débouchant sur la place, il voit s'avancer vers eux une autre colonne. Ce sont les communistes qui se sont décidés à la dernière minute. Que va-t-il se passer? Va-t-on se battre devant le service d'ordre, comme on le fait depuis 15 ans? Les dirigeants s'avancent pour parlementer, mais de la foule, déjà s'élève un seul cri, unité. Ce jour-là est né le Front populaire.
ici, dans la rue. C'est la victoire, éclatante. Front populaire, 370 sièges. Droite, 220. La France a voté à gauche. Pourtant, le déplacement de voix est infime, 1,3%. Mais les désistements au second tour ont fait gagner 40 sièges de plus au Front populaire. L'unité a payé. Le peuple de gauche fête joyeusement sa victoire. Que chante Jacques Prévert? Avez-vous des nouvelles? Des nouvelles de quoi? Des nouvelles du monde. Il paraît qu'il va changer. Tous les jours, on pourra manger. Il y aura beaucoup de soleil et personne ne sera humilié. Bientôt, le peuple aura son gouvernement. Bientôt, non. Léon Blum, toujours respectueux des règles, ne veut pas former son ministère avant la rentrée du Parlement. Il faut attendre 1 mois. 1 mois à attendre, c'est trop long. Les ouvriers n'ont pas confiance, ils veulent des gages. Renault, Citroën, Fiat, Nieuport, Gnomérol, Caudron sont occupés dans la région parisienne. Bientôt, c'est un raz de marée. 2 millions de grévistes. 9000 entreprises occupées dans toute la France. Les partis et les syndicats sont débordés. La droite accuse les communistes accusent les trotskistes. Pendant ce temps, les ouvriers, eux, s'organisent. Le patronat désemparé accepte de négocier. Le 7 juin, les discussions s'engagent entre patrons et ouvriers sous la présidence de Léon Blum. À 1 heure du matin, les accords Matignon sont signés. Les patrons déclarent la discussion a été courtoise, difficile et douloureuse. Ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe, titre le Populaire. 12% d'augmentation de salaire. La semaine de 40 heures. 15 jours de congés payés. Le droit syndical reconnu.